Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Alors justement, on va parler avec vous ce soir de l'avenir de l'Europe et on commence par l'avenir de la Suède. Hier soir, élection législative, l'extrême droite arrive en 3e position. Alors, certes, ce n'est pas le cataclysme annoncé, mais c'est quand même une nette progression pour le parti d'extrême droite. Patrick Martin-Genier, vous allez nous aider à trancher. Est-ce qu'on peut dire que la Suède résiste ou à l'inverse que la Suède glisse vers la tentation populiste comme les autres pays européens ? Alors, la progression de l'extrême droite, les démocrates de Suède, est inquiétante, mais au moins on a limité cette progression et pour moi et pour beaucoup d'autres pays européens, c'est une sorte de soulagement parce que les sondages donnaient ce parti d'extrême droite qui a surfé sur la vague d'immigration entre 20 et 25% et le dirigeant, M. Eckerson de ce parti, espérait obtenir entre 25 et 30%. Donc c'est une désillusion. Ils sont le 3e parti, certes, mais c'est un soulagement dès lors qu'ils ne seront pas en mesure de former le gouvernement et ça c'est quand même quelque chose de très important alors que nous venons de vivre une série d'élections où la droite populiste a gagné les élections. On l'a vu en Autriche, on l'a vu en Italie, et les partis d'extrême droite sont associés. Et alors, maintenant, Patrick Martin-Genier, on va revenir là-dessus. Oui. Juste peut-être on peut rappeler du coup le score que vous rappeliez également. Alors, on a les sociodémocrates qui arrivent en courte tête à 28,3%, suivi des conservateurs, les modérés à 20%, et puis donc les démocrates de Suède, les mal nommés, puisqu'évidemment là on parle du parti d'extrême droite, à 17,6%. Tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un sursaut des électeurs pour que finalement le Parti démocrate de Suède xénophobe ne fasse pas un meilleur score? Oui, je crois qu'il y a eu un véritable sursaut salutaire des électeurs suédois. C'est un pays quand même, le pays de la social-démocratie par excellence. Rappelez-vous, dans les années 80-90, ce pays est véritablement un exemple pour les partis socialistes et sociodémocrates. C'est le pays de l'État-providence, où les gens sont tout de même bien gâtés sur le plan des prestations sociales. Certes, la fiscalité est importante, elle est moins importante qu'elle ne le fut, mais c'est un modèle où il y a une véritable solidarité. Alors, qui est allé voter? Il y a eu je crois que les électeurs, face aux exagérations du dirigeant du Parti démocrate, qui ressemble à un gendre idéal, n'est-ce pas, qui a l'air très sympathique, qui séduit, eh bien, a tout de même un langage qui reste un langage d'extrême droite et d'exclusion. Et ça, les Suédois ne veulent pas en entendre parler. Ils sont d'accord, comme les autres pays de l'Union européenne, pour contrôler les frontières, pour contrôler la criminalité, certes, mais ils ne veulent pas faire l'amalgame entre l'immigration et l'insécurité. Alors, malgré tout, les démocrates de Suède, parti nationaliste, font quand même le meilleur score de leur histoire. Oui. On rappelle qu'en 2010, ils faisaient à peine 5%. Voilà, 5%, et puis après 13% aux élections législatives de 2014, et maintenant ils sont au seuil des 18%. Quelle est leur recette ? Leur recette, c'est tout simplement d'accoler le thème de l'immigration à celui de l'insécurité. Je rappellerai quand même qu'un événement très important a eu lieu l'année dernière en Suède, enfin cette année, c'était le premier attentat terroriste islamiste dans les rues de Stockholm, et cela a frappé l'opinion publique. Et naturellement, ces partis, à l'issue de ce drame, ont surfé sur ce thème en disant, eh bien, l'immigration égale insécurité, premièrement, et deuxièmement, vous voyez bien que vous, les Suédois, vous allez perdre votre identité. Ce n'est plus le peuple suédois, ce sont des migrants. Et pour un petit pays de 10 millions d'habitants, cette vague, en quelque sorte, puisque depuis 2015, c'est environ 150 000, 160 000 migrants qui sont arrivés, cela a eu des conséquences en termes électoraux. 160 000 migrants en 2005. Si on compare aux autres pays européens, c'est plus que tous les autres pays européens rapportés au nombre d'habitants en Suède. Absolument. 10 millions d'habitants en Suède. Voilà. Donc, mais si on rapporte à 2012, certains disent que les chiffres, c'est entre 250 000 et 400 000 migrants. Donc, par rapport, effectivement, aux 10 millions d'habitants de la Suède, cela est très important. Et fatalement, ce parti a surfé sur cette vague. Il n'a parlé que d'immigration, d'ailleurs, que de cela. Et ça suffit, car certains Suédois, pas uniquement les anciens, mais également des jeunes, ont eu peur de perdre leur identité et que le modèle suédois... Excusez-moi, je vous coupe, parce qu'il faut rappeler effectivement que la société suédoise n'est pas du tout habituée à l'immigration. C'est une population qu'on dit homogène, extrêmement homogène. Ça veut dire quoi? Qu'on disait homogène, c'est-à-dire on est entre soi, on est entre une certaine catégorie de population, en d'autres termes des blancs, monoculturels, qui n'avaient jamais été habitués aux migrations, et d'un seul coup,
coup, des migrants arrivent de pays en guerre, que ce soit l'Afghanistan, la Syrie. Et donc, depuis quelques années, c'est carrément un choc civilisationnel où les Suédois, enfin en tout cas certains, ont eu peur de perdre leur identité de la même façon que les Allemands, à l'aube des événements que l'on a connus récemment, ont peur de perdre leur identité allemande. Et alors, c'est nouveau puisqu'on le voit qu'en 1940, donc, ce que vous disiez, 0,1% de la population est née à l'étranger. On le voit sur le graphique à l'écran. Et en 2017, il y a 18% de la population qui est née à l'étranger. Tout à fait. Un vrai choc. Née à l'étranger, où la seconde génération des jeunes qui ont 20 ans et qui sont nés en Suède, mais qui sont d'origine étrangère. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une jeune fille qui a 20 ans, 21 ans, qui disait « Moi, j'ai des difficultés, je me heurte au racisme. Or, je suis née en Suède, mais naturellement, je ne ressemble pas à une Suédoise parce que mes parents étaient d'origine étrangère. » Alors, ce qu'il se passe en Suède, Patrick Martin-Genier, évidemment, ça reflète bien la montée des populismes ailleurs en Europe. On a parlé de la Hongrie, de l'Italie, mais aussi du Danemark ou des Pays-Bas. Dans 9 mois, ce sont les élections européennes. Est-ce qu'il y a un risque réel d'une majorité populiste au Parlement européen ? Alors, il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a le mode de scrutin proportionnel, on ne va voter qu'une fois, donc ça peut être aussi un vote contestataire. Néanmoins, il est très clair que les nationalistes, les populistes et l'extrême droite, parce que ça va maintenant au-delà du populisme, on a des partis d'extrême droite, regardez en Allemagne ce qui se passe, l'AfD est un parti d'extrême droite. Alternative für Deutschland. Absolument, qui a plus de 90 députés au Bundestag, qui est le Parlement allemand. Donc il y a véritablement une coalition, une collusion entre tous ces partis d'extrême droite pour essayer de remporter une majorité au Parlement européen. Ce sera peut-être difficile, il faut être prudent à ce stade, mais c'est bien l'objectif de tous ces partis. Et d'ailleurs, Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, souhaitait créer une ligue des ligues européennes. Justement, là, il y a deux blocs qui sont en train de se créer et qui se mettent en place pour la campagne des élections européennes. Absolument, il y a deux blocs et c'est le sens des propos d'Emmanuel Macron qui dit il y a les progressistes d'un côté, les populistes et nationalistes de l'autre. Avec Emmanuel Macron en leader des progressistes. En tout cas, c'est comme ça qu'il se... Il n'a pas eu le choix puisque Salvini et Orban, le Premier ministre hongrois, l'ont désigné lui-même comme leur principal ennemi, comme étant d'ailleurs la tête de pont d'immigration. Vous voyez où ça va, quand même, ça va très loin. Donc il a dit, puisqu'on me désigne comme un ennemi, en effet, moi je veux bien être le leader de ceux qui s'opposent et qui résistent à cette vague nationaliste. Et alors, est-ce qu'il peut agréger autour de lui d'autres dirigeants ? On a vu qu'il a rencontré la chancelière Angela Merkel vendredi à Marseille. Elle aussi, elle a besoin de s'allier ? Je crois qu'elle a besoin, parce qu'elle est en grande difficulté chez elle, notamment on a vu avec les événements de Chemnitz, l'assassinat de ce jeune de 35 ans. Des manifestations anti-migrants. Des manifestations anti-migrants, avec quand même une forte présence de l'extrême droite, qui ne se cache plus maintenant. Et donc elle a besoin de cela. Pourquoi ? Parce qu'elle est en propre difficulté dans sa coalition. Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, n'a pas pris la parole après ces événements et a même soutenu les manifestants contre l'immigration. C'est même le ministre de l'Intérieur qui a dit par exemple que l'immigration était la mère de tous les problèmes. Alors, il y a un sommet européen en fin septembre, ça va se passer en Autriche, sur le thème justement de l'immigration. Est-ce que c'est important que l'Europe s'empare de ce thème finalement et ne le laisse pas juste aux extrémistes ? Il est fondamental que l'Europe s'empare de ce thème et qu'elle le fasse dans le respect des valeurs européennes, c'est-à-dire la démocratie, la tolérance, le respect des minorités et surtout la Convention de Genève sur les réfugiés qui est inscrite dans les traités. Donc, il est important. Mais l'Europe a déjà commencé à réagir car dans la prochaine mandature financière, vous savez, dans le prochain mandat qui ira de 2021 jusqu'à 2027, l'Union européenne et la Commission européenne souhaitent tripler le montant du budget consacré à la protection des frontières. On a créé une agence des gardes-côtes et frontières européennes et donc les Européens veulent s'emparer de cela. Mais c'est extrêmement difficile parce que autant la Commission européenne fait des propositions intéressantes, autant les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas tous d'accord. Imaginez autour de la table des négociations, M. Orban, Emmanuel Macron, Salvini, donc ils ne seront pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de quotas de réfugiés, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas créer des centres pour migrants, ils ne veulent même pas créer des plateformes régionales de débarquement. Donc on est d'accord sur rien, mais il est essentiel de pouvoir s'entendre sur ce sujet. Eh bien merci, on va suivre évidemment de près ces élections européennes et cette campagne qui commence et qui est extrêmement importante pour le visage futur de l'Union. Merci Patrick Martin-Genier. Je rappelle votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir » aux éditions Studirama. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir « Juppé, Sarkozy, Ferrand, la revanche du vieux monde ».